mois poétique et le mois politique. Le mois poétique et le mois politique. Qu'est-ce que... Bon, je vais peut-être te laisser la parole, Lily. Je vais peut-être dire quand même où tu vas dire, toi. Non, tu vas dire ce que tu veux, mais... Non, mais toi, tu vas te présenter. Je vais me présenter. Non, mais ça va. Nico Sigiro, ça va très bien. Nico Sigiro, ça suffit? Oui. On est déjà venus. Oui, d'accord. Il faut que les gens qui sont nouveaux... Je fais partie de ceux qui ratent. Il faut que tu te présentes un petit peu pour les gens nouveaux. Voilà, mais bon, aujourd'hui, on va plutôt parler donc, de l'aspect écrivain, poète et traducteur, donc cadré dans le texte. Et puis pour le reste, ce sera pour une autre fois si tu arrives à survivre. Bon, voilà. Donc, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Non, je commence. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant quand tu choisis un sujet et après tu m'en parles. Parce que... Attends. Oui, ça se passe comme ça. Mais là, c'est bien parce que quand on s'adresse à un grec avec un sujet qui a 2 mots grecs dedans, ça va bien, quoi. Donc au niveau étymologique, ça démarre correctement, avec le politique et le poétique. Alors, je vais commencer par là, parce que finalement l'étymologie sert toujours. C'est assez intéressant, c'est que si on les regarde de façon synchronique, ces 2 termes, on pourrait croire qu'ils sont opposés. Et en fait, le plus drôle dans l'histoire, c'est que c'est le poétique qui est l'agent. Parce qu'en fait, puis ici, ça veut dire faire. Donc le politique ne dit pas qu'il fera quelque chose, il dit qu'il le fera. C'est comme le sketch de Kardec. Alors que le poète le fait sans le dire, parce qu'il faut forcément qu'il fasse pour qu'il soit poète. Donc vous voyez, ça commence un peu de façon paradoxale, puisque on a un créateur, d'une part, donc on pourrait dire un moi indépendant, le poète, et puis le politique qui est un moi dépendant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être homme politique seul. Enfin, sauf si on est le roi dans le Petit Prince, on n'a pas besoin d'électeurs. Alors qu'en fait, on peut être poète seul, on peut même lire ses poèmes tout seul. Mais le politique, il a besoin de l'autre aspect. Donc finalement, on pourrait dire que dans les 2 mois que tu as mis, moi j'aurais dit les 2 égaux, eh bien, il y en a un qui est autoréférent et l'autre qui est référent à quelqu'un d'autre. Donc on pourrait dire aussi que c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, le moi politique, qui représente aussi un engagement, il faut s'engager par rapport à quelque chose. Et surtout par rapport à des gens. L'engagement du poète est indépendant de leur existence. Donc souvent, on voit bien dans l'aspect poétique que quand on demande au poète pourquoi vous écrivez, ils vous répondent c'est une demande intérieure. Je le ressens comme ça, j'ai envie d'écrire. Et d'ailleurs, on a des gens qui ne sont pas forcément publiés. Vous savez même avec des très grands poètes, pour citer des classiques comme Baudelaire, ils ont eu quand même pas mal d'années avant d'être publiés. Et ils sont rentrés dans une forme de très grande dépendance pour être publiés. Donc, si on prend cet exemple comme un paradigme, on pourrait dire qu'au départ, le poète existe tout seul, et que par la suite, il a besoin des autres. L'homme politique, au départ, il a besoin des autres, et à la fin, il finit peut-être tout seul. Vous voyez ? Donc, choisissez bien le... Ne donnez pas de nom. Non. Mais voilà. On peut être élu et finalement décider de ne plus l'être. Voilà. Et c'est aussi une façon de faire, de se dire que finalement, si on veut rester dans le moi, il faut bien choisir son timing politique et poétique. Parce que finalement, si vous réfléchissez bien, un poète qui est un peu trop politique, bien nous ennuie. Vous voyez ? Qui On ne donne pas de nom, tu as dit. Oui, mais enfin, je peux tricher un peu quand même. Ah non, je alors, vous les trouverez de toute façon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, regardez par exemple l'intellectuel français normal, qu'on voit... Ça existe ? Ça existait. C'est pour ça que j'ai dit normal, pour le mettre dans le normatif.
Et c'est celui qui, en fait, qui est engagé pour une cause. Et en fait, quand on lit ce qu'ils ont fait des lustres après la cause, on se dit, mais pourquoi s'intéresser à ça? Vous voyez? Et finalement, ce qui va rester de leurs textes, qui vont transcender leur aspect social, eh bien, ça va être des causes qui n'ont rien à voir avec leur engagement. Et donc, on se souviendra d'eux, justement, sur la partie non engagée. Je donne un exemple pour la peine de mort. Par exemple, imaginez que vous soyez dans un pays où il n'y a pas de peine de mort. Et vous lisez un poète qui, sans arrêt, vous écrit qu'il faudrait quand même que la peine de mort soit abolie. Eh bien, oui, combien de fois vous allez le lire? Au bout d'un moment, vous allez dire, il faudrait quand même qu'il le sache que c'est passé, quoi. Vous imaginez? Alors, quand vous connaissez ces auteurs qu'après coup, eh bien, il y a des causes qui n'ont plus lieu d'être. Par exemple, je parle pour les femmes, parce qu'on en a quand même beaucoup aussi. Imaginez par exemple un poète ou une poétesse qui parle sans arrêt pour le droit de vote. Bon, on lui dira c'est acquis, hein, c'est bon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le contexte du combat et de l'engagement politique, il est nécessairement temporel. Il faut qu'il se fixe dans un endroit, et vous imaginez si par exemple je vous disais, nous deux, on va faire un travail pour dans 200 ans. Un programme politique. Vous avez rigolé au début, je pense, mais il faut quand même que vous sachiez que vous votez pour des gens qui n'ont peut-être même pas un programme pour les 200 ans à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que nous, on vous dit tout de suite, ça sera dans 200 ans. Bon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si on vous l'annonçait, vous nous diriez, vous êtes hors contexte. Hein. Donc, la contextualisation du poète est très dangereuse, alors qu'en fait, la contextualisation du politique est nécessaire. Ce qui fait que c'est difficile d'être un homme politique diachronique. Pourquoi? Parce que les sociétés ne sont pas sensibles aux mêmes principes. Donc vous avez très bien pu faire quelque chose de très correct. Hein. Chaque fois que je dirais politique ici, c'est positif. Hein. Il n'y a pas de sous-entendu bizarre. Donc vous pouvez faire quelque chose de très correct, et puis arrive une autre société qui ne réalise pas du tout l'ampleur de ce que vous avez fait. Alors pourquoi dire que c'est un grand homme? Des fois, par exemple, on dit d'un homme politique c'est un grand homme parce qu'il y a une chanson qui a été écrite pour lui et on se souvient de la chanson. Alors ce qui se fait bien, c'est quand c'est un grand poète qui a dit la chanson, par exemple Brel. Toi, j'ai fait un... Tu parlais de qui? J'ai parlé de Brel. Mais dans l'homme politique. J'en parle pas là. Si, elle est quoi? Non, on l'a dit. Alors, donc, si on le lit de cette façon, ça ressemble finalement à un slogan qui a encore une valeur actuelle alors qu'il est décontextualisé. Alors je vous donne un exemple avec les fleurs de mai 68. Hein. Bien, la plupart des slogans qu'on aime des fleurs de mai 68, c'est des fleurs qui ne pouvaient pas exister. Donc elles sont restées. Celles qui pouvaient exister et qui ont eu lieu, eh bien on n'en parle plus. Donc, les fleurs de mai 68, c'est... Vous voyez par exemple interdit d'interdire, etc. C'est des slogans qu'on écrivait en mai 68. Hein. C'est ça qu'on a. C'est le fleur qui va se gêner. Oui. Voilà, et ben ça fera rien. Donc vous avez dépassé ce cap, vous verrez que finalement l'obstacle était une fleur et pas le mai 68. Alors par exemple, pour mai 68, il y en a qui sont très fiers d'avoir été en mai 68. Hein. Moi je suis né en avril 68, donc j'ai pu voir le mai 68. Mais au bout d'un moment, on a l'expression 68 art. Vous voyez? Alors, si on vous disait en mai 68 que vous êtes 68 art, vous diriez, voilà, c'est nous. Quoi. Si on vous le dit 40 ans après, ça fait quand même un peu... ça marche toujours, mais il y a une autre connotation qui vient. C'est-à-dire qu'en fait, quand le type, il est en 2017, il a l'esprit 68 art, alors soit il faut qu'il soit en 3068, bon, là on se dit c'est bien, bon, 2068, c'est pour les gens plus modernes, mais sinon on se dit, voilà, ça ressemble à quelqu'un, voilà, vous n'avez pas de retard, voilà, mais c'est même plus du retard, parce que on peut être en retard et finir par arriver.
Alors qu'en fait, là, c'est pas un retard, c'est un décalage. Le décalage, ça restera un décalage. Hein, il n'y a pas de... Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, à partir du moment où on veut avoir une reconnaissance politique, il faut forcément que quelqu'un vous reconnaisse. Alors, pour que quelqu'un vous reconnaisse, il faut communiquer. Et vous avez les premiers problèmes du moi existentiel, parce qu'il faut communiquer avec les autres. Alors, comme vous savez que l'enfer, c'est les autres, eh bien, il faut quand même communiquer avec l'enfer. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire, hein, même quand on y croit. Et c'est pire quand on croit. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Alors, si maintenant vous imaginez le poète qui n'est absolument pas reconnu par personne, eh bien, c'est pas un problème parce que c'est la plupart des cas, hein, c'est comme ça. Oui, essayez de réfléchir. Surtout, en fait, en France, la poésie est quand même un art mineur. Hein, on est plutôt dans le roman. Quelqu'un qui est un grand écrivain en France, on aura du mal à le classer en poète. On pourrait dire, il écrit aussi des poèmes. D'accord ? Ça se fait, ça ne dérange pas. Enfin, s'il était seulement poète, bah, c'est moins bien. Ça dépend des pays. Hein, c'est complètement de scène sur sa place. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Oui. Donc, si vous comparez, par exemple, des auteurs de romans et des auteurs de poèmes, vous allez voir que, au moins en France, en tout cas, il y a une très grande différence. Parce que, en fait, l'espace attribué à la pensée, dans un cas, est très fermé, très clos, donc le poème, et dans l'autre, très ouvert, et avec énormément d'interprétations. Vous avez vu, on peut très bien interpréter aussi dans un poème, mais comme les mots sont quand même, il y en a moins, eh bien, l'interprétation, soit elle est complètement décalée, soit en fait on connaît la biographie, on se dit il a écrit ça par rapport à ça, etc. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, finalement, le politique, quand il s'exprime, il est en opposition avec le politique, puisque l'un, il faut qu'il dise beaucoup de choses en très peu de mots, et l'autre, il faut qu'il dise quelque chose en beaucoup de mots. Ah oui, parce que sinon, c'est pas compréhensible. Vous imaginez, par exemple, un politique qui parle de façon poétique. Certainement, vous en connaissez, mais le problème, c'est que si vraiment ils le font comme ça, on a le premier problème, c'est que un discours ne se relit pas au moment où on l'écoute, alors qu'un poème, il faut le relire. Vous voyez? C'est pareil, vous allez voir en fait ce défaut de la relecture. Un roman, c'est difficile à relire. Pourquoi? Parce qu'on aime bien avoir une chute. Et donc, quand on connaît déjà la chute, pour rechuter, bon, on chute moins bien. On se dit, finalement, c'est moins bien écrit que ce que je pensais. Vous voyez? Et puis après, on arrive carrément au professeur de français qui, lui, va complètement le déchiqueter, le texte, et finalement, pour vous dire, oui, c'est pas mal écrit pour son époque. Vous voyez? Dès que vous entendez, c'est pas mal écrit pour son époque, c'est exactement quand vous allez voir une pièce de théâtre, et ce sont des étudiants, et vous leur dites c'était très bien pour les étudiants. Et là, tout de suite, ils se disent, voilà, j'ai réussi notre représentation. Vous imaginez? Alors, ce contexte-là est difficile à mettre en place. Pourquoi? Parce que la poésie, en fait, est très compacte. Donc, très compacte, pas absconce, mais compacte. Ce qui fait qu'elle provoque de l'imaginaire, bien sûr, donc ça c'est l'aspect positif, mais des fois, elle nous laisse complètement à côté. Hein. Donc il y a des gens qui aiment une poésie formelle, ou une poésie littérale, pour ne pas dire littéraire, et dans ce cas-là, ils ont du mal à changer. Hein. Par exemple, c'est difficile, si je vous prends Baudelaire et Mallarmé, c'est difficile d'avoir des gens qui aiment les deux. Pas difficile, c'est pas infaisable. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des tendances au niveau de l'écrit. Donc il y a des gens qui sont plus proches de la langue, d'autres qui sont plus proches de la pensée, on pourrait dire qu'ils sont plus philosophiques. Et donc, si on est dans un registre ou dans l'autre, on a du mal à accepter les valeurs de l'autre. Alors c'est pareil pour le politique. On a le politique qui va être le politique théoricien, et puis le politique pratique. Bon.
Alors, le politique théoricien, bah, finalement, c'est celui qu'on est quand même censé écouter si on est politique, c'est-à-dire c'est le mentor. Et puis le politique pratique, bah, c'est celui qui en fait applique les concepts abstraits. Le problème, c'est que dans cette application, eh bien, il peut toujours vous dire, au bout d'un moment, bah, ça s'applique à la réalité, je ne peux pas le faire. Alors vous dites, bah, c'est dommage parce que tu aurais pu nous le dire avant. Vous voyez, en fait, c'est un problème de timing. C'est-à-dire que si l'homme politique vous dit attends sur le plan mental et philosophique ce qu'il va faire, vous ne voteriez pas pour lui. Mais si vous le dit après coup, vous dites bah, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Donc il a fait ce qu'il a pu, c'est sûr, mais pour vous convaincre. Après, à partir du moment où vous êtes convaincu, puisque vous l'avez lu, eh bien après c'est le problème de la phase de désenchantement. Donc ça marche un peu comme les dépressions. Hein. Au bout d'un moment on réalise que ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait demandé. Qu'au bout d'un moment on se dit bah oui mais l'autre c'était pire. Et puis après on finit par se dire bah n'importe qui pourvu que ce soit quelqu'un d'autre. Ça vous faites un discours anti-Trump sur les C'est le timing. C'est par hasard, tout à fait par hasard. C'est aujourd'hui. Je vous crois. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bien que tu es placé aux États-Unis, parce que si on se place en France, après ça nous fait de la peine. Au moins on se dit c'est les autres, ils ne savent pas voter. Alors que nous on sait très bien, ça veut dire. Ah bon? Bon, chaque pays dit qu'il sait voter, alors qu'il se moque toujours des autres en disant est-ce que c'est normal d'avoir des gens comme ça comme candidats? Et puis moi j'adore le décalage, c'est quand on critique un autre pays et on fait exactement la même chose que lui après des années. Vous voyez? Alors par exemple, on vous dit c'est lamentable d'avoir plusieurs candidats et d'avoir primaire, secondaire, tertiaire, etc. Autant avoir des vrais candidats. Et après, on se retrouve avec des vrais candidats qui sont dans le primaire, tertiaire, secondaire. Voilà. Donc on a évolué finalement. C'est ce qu'on se dit, hein, on évolue. Et finalement, on se rend compte que c'est peut-être même une régression, mais enfin, a priori, une évolution ne signifie pas simplement évolution positive. Alors, c'est pareil donc pour le moi poétique et le moi politique. Est-ce qu'on peut dire qu'ils peuvent vivre ensemble? C'est-à-dire qu'ils sont compatibles? Oui. Comment? Oh oui. C'est juste pour casser un peu le... Casser. Pour casser quelque chose, le monologue. D'accord. Génial. C'est bien fait en tout cas, c'est bien fait. Vous avez bien cassé le monologue. Donc on va passer en dialogue. D'accord. Eh bien, donc on peut le dire. Ce que vous l'avez dit. Je pense même, j'imagine même qu'il n'est pas possible d'être un vrai politique sans quelque part qu'il y ait quelque chose en lui qui le porte. Quelque chose en lui, c'est la poésie. D'accord, alors là vous êtes vicieux. Voilà. Non, c'est bien, ça fait mélodique au copain. Alors déjà, vous savez, moi quand j'entends sur un mot qu'on met tout de suite vrai devant, je sens qu'on ne parle plus du même mot. Vous voyez? Voilà, c'est parti dans le monologue. Non, on va revenir, on refera, quelqu'un d'autre va casser. Ah oui. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on dit par exemple, voilà, c'est mon ami. Ça va? Bon, maintenant, non, attends, c'est formel, c'est une démonstration. Maintenant, c'est un bon ami. Oui. C'est un bel ami. C'est un très bon ami. Eh bien, c'est très simple, en fait, le mot ami, vous l'avez pourri, parce que vous l'avez mis dans un contexte où, en fait, il y avait une graduation. Et au départ, l'amitié était positive, hein, c'était un ami, ça voulait dire quelque chose de positif. Alors maintenant, tu dis, c'est quelque chose de très très positif, ce positif. Alors ça ressemble un peu aux publicités qu'on voit, c'est parfaitement parfait. Hein, parfaitement parfait. Donc c'est un ami amical. Parce qu'il y a des amis qui ne sont pas vraiment amicaux. Hein. C'est des faux amis. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à partir du moment où on va mettre vrai, faux, etc., eh bien, on va se demander qu'est-ce que c'est un faux politique? Est-ce que vous allez dire que c'est un poète? Vous avez des faux politiques? Vous n'avez pas d'exemple? Mauvais politique. Non, je suis écouteur. On est dans le... D'accord, il a changé de... Oui, s'il faut, je vais vous parler. Mais... Non, parce que... Non, ce que je veux dire, c'est que si on dit un vrai politique,
ça veut dire qu'il faudrait quand même qu'il y en ait un faux. Donc si c'est un vrai politique, c'est la même chose que politique, autant dire politique. Vous imaginez par exemple un vrai poète. Voilà, c'est un vrai poète. Ah, si c'est un vrai poète, alors ça change tout. Et moi je suis un faux poète. Je sais mieux ce que c'est qu'un vrai poète qu'un faux poète. Ah bon, on sait? Oui. Bon, voilà. Un faux poète. Voilà ce que c'est. Un poète? Poète. Non, ce que je veux dire... Ah, il veut re-intervenir. J'ai vu un petit peu cet après-midi une fraction du discours de Barack Obama, qui était le dernier discours du 11 janvier à Chicago. Bon. Peut-être que ça parle du talent oratoire d'un politique. Mais je me suis dit, en l'écoutant, Oui. bon sang, quel charisme, il donne envie de plein de choses. Voilà. Eh bien, en le voyant comme ça s'exprimer, pour la dernière fois en tant que président des États-Unis, il donne envie, il a quelque chose. Et j'ai pensé, et en vous écoutant, je me dis, mais voilà, il a quelque chose en lui, il a une colonne vertébrale qui fait que déjà là, il est là, et après, ensuite, il peut entraîner les autres, parce que lui d'abord, il y a quelque chose en lui qui est profond. Donc il y a un poète en lui qui existe, et qui après, lui, le sert pour ensuite être un excellent homme politique pour entraîner les autres. Voilà. D'accord. Est-ce que le charisme, c'est de la poésie? Mais je vais d'abord répondre à sa problématique au niveau du timing. Faire un dernier discours après 8 ans pour ne pas être élu, c'est forcément beau. Mais si, vous savez bien, vers la fin, on peaufine tous notre fin. Hein. Vous voyez la fin de Hollande comme ça? Bah, en tout cas, il a fait des essais. Bon, hein, pour les vœux, il a fait un essai. Concluant? Bah, il a fait un essai. C'est comme le rugby. Je ne sais pas s'il a marqué. Il a transformé, il a déjà été transformé, puisqu'il ne sera plus là. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ça serait très bien, pour moi, hein, ça serait très bien, là maintenant je vais parler plutôt en tant que stratégiste, ça serait très bien d'entendre ça en début. Il l'a été. En début, il l'a été. Non, mais c'est parce que vous faites une référence à la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que ils sont élus tous les 4 ans, ils sont élus 2 fois au maximum, donc ils n'ont pas de 3e fois. Ils n'ont pas le système russe. On peut sortir, rentrer. Mais, bah oui, parce qu'en Russie, on croit toujours que c'est la balle russe. Non, vous pouvez sortir, rentrer, refaire un tour. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des gens qui sont 12 ans là, sans être toujours là, mais quand même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le charisme, pour répondre en même temps, ça me rappelle en fait une phrase d'un joueur d'échecs qui disait, voilà, le jeu d'échecs c'est quand même vraiment très stratégique et pas tactique. Ça me fait toujours beaucoup rire, pourquoi? Parce que les ordinateurs ne jouent que de la tactique et ils écrabouillent les stratégies. Donc il faut savoir quand même que quand une tactique vous écrabouille sur le plan stratégique, ça veut dire que vous n'êtes pas stratégique. Donc vous avez eu une défaite tactique. C'est tout. Alors, donc, vous pouvez revendiquer plus. Alors, moi, ce que je veux voir dans cette allusion, par exemple, à la notion de poète, c'est que, est-ce que le politique a besoin d'être poète? Ensuite, vous me dites par rapport au discours. Alors, vous savez très bien que les discours américains sont faits sans texte lu, vous savez. Sans texte lu sur papier, mais sur écran. 2 écrans. Très bien. Alors, ces 2 écrans-là étaient interdits dans les écoles de rhétorique dans la Grèce antique. Il fallait faire tout seul. Oui? Parce qu'ils n'avaient pas la technique. Voilà, c'est ça. Ils n'avaient pas la technique, alors ils apprenaient par cœur et après ils le faisaient. Alors là, maintenant, non seulement ils apprennent par cœur, mais ils le relisent de par cœur qu'ils ont appris. Et en fait, ils savent même que la technique les aide s'il faut se tendre par là ou par là. D'ailleurs, vous remarquerez, puisque vous avez fait des allusions, il y en a un qui fait comme ça quand il est de ce côté, et comme ça quand il est de ce côté. Donc il ne fait jamais comme ça. Parce que ça pourrait perturber le système, on pourrait lui mettre l'écran de l'autre côté. Vous voyez? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand même, on se moque de nous-mêmes. On se moque de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une pièce de théâtre, et on veut que ça soit vrai. Alors ce qui m'amuse beaucoup sur le plan politique, justement, dans le théâtre annonce qu'il est faux. Vous dites que c'est une pièce de théâtre. D'accord ? Bon. Et malgré ça, à la fin, on est touché par les personnages,
on est gêné, on n'a pas aimé, on a détesté quelqu'un, alors qu'on sait que c'est des acteurs, quoi. Enfin, alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je me rappelle d'une phrase très belle de Camus, quand il a écrit Les Justes, et on l'a critiqué. Il a dit « J'ai écrit Les Justes de manière à rendre vraisemblable une histoire vraie. » Parce qu'en fait, les Justes sont basés sur une histoire vraie. Hein. Kaliaïev est un personnage qui était un homme vivant. Bon. Donc, ces événements-là ont eu lieu. Il a voulu simplement, on dirait nous plutôt, romancer, mais lui, au lieu de dire « j'ai romancé une histoire vraie », il dit « j'ai voulu la rendre vraisemblable ». Pourquoi? Parce que quand il a lu les événements, il a dit « c'est pas possible, ça n'existe pas ça ». Ça le perturbait. Et en fait, il a voulu le rendre plus vraisemblable en écrivant une pièce de théâtre. C'est assez drôle, puisque finalement, quand il a écrit en 1949, la société de l'époque a trouvé quand même que c'était gonflé, que c'était plutôt pour des petites terroristes. On n'a rien compris à ce qu'il avait fait. On repasse à la case départ. Donc, le vraisemblable du vrai. Bon. Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, le faux du faux? Le poète, quand il écrit, est-ce qu'il écrit pour dire du vrai ou pour dire du faux? Eh bien, vous avez deux grandes tendances. Celle qui est pour le vrai, c'est plutôt la tendance philosophique, et celle qui est pour le faux, c'est plutôt la tendance littéraire. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas que ça ait un sens vrai, je veux que ce soit beau. Beau en allitération, beau en rime, beau en assonance, etc. Bon. Et l'autre, ça m'intéresse moins de dire quelque chose vraiment de très bien écrit, mais je veux quand même que ça ait un sens. Je veux que ça impacte les gens d'une certaine manière. Donc vous pouvez voir par exemple Victor Hugo, écrivant pour la guerre d'Espagne. C'est un moment toujours difficile, la guerre d'Espagne, vous imaginez laquelle, c'est toujours difficile quand vous êtes français d'écrire pour la guerre d'Espagne en étant positif sans être négatif et sans être autocritique. Vous voyez? Et pourtant, quand même, il y parvient avec son père, avec les Espagnols. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui va vous toucher dans le texte, ça va être la véracité, c'est probable que non. Ça va être la vraisemblance, c'est probable que oui. Ça va être la franchise, c'est sans doute que oui. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que ce n'est pas un discours politique? Il y a aussi du politique quand c'est vraisemblable et quand ça touche à des événements historiques. Par exemple, l'histoire par rapport au monde politique et au monde politique. Est-ce qu'on a un ancrage? Alors, on a certainement un ancrage temporel, et pas forcément un ancrage historique. Qu'est-ce que je veux dire par là? On peut avoir un poète historique, on peut avoir un politique historique, et puis on peut avoir un poète qui n'est pas historique, qui est un poète social. Donc on va l'ancrer dans une tranche de la société, d'une époque, mais il n'a pas marqué son histoire, et on va avoir des hommes politiques qui étaient hommes politiques, mais qui n'ont rien créé comme histoire. Vous donner des exemples. Non, tu voulais qu'on n'en vienne pas. Pourquoi tu changes Là pour. Ah, tu veux qu'on change? Ouais. Bon, on va changer, ça te fera plaisir. Après, tu me rediras, on n'en veut plus. Par exemple. Par exemple. Alors, prenons donc des exemples, on va dire, à peu près concrets. Quand on dit la notion d'un homme politique, alors un vrai, on va dire, si vous voulez, il a marqué son temps. D'accord. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que Georges Jaurès a marqué son temps? Bon, c'était la référence à Brel. Hein, il avait écrit sur Georges Jaurès aussi. Alors, par exemple, comme on n'est pas très loin du monument, du mémorial des génocides, il écrit on ne peut pas vivre avec un cadavre dans la cave. Pour un homme politique, il aurait pu le dire de façon plus claire. Hein, il voulait dire simplement qu'il faut bien reconnaître le génocide des Arméniens, mais il l'a dit comme ça. Alors vous allez me dire, c'est bien qu'il l'ait dit, parce qu'il aurait pu ne pas le dire. Est-ce que ça a changé? Ça n'a rien changé sur ce point-là, puisqu'on le sait. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, comme il a marqué son temps, ça ne nous dérange pas qu'il ait fait un peu de poésie. Par contre, imaginez qu'il n'ait pas marqué son temps du tout. De Brel.
Michel. Alors tu leur demandes pas s'il a marqué son temps? Ah oui, si, il a Tout à marqué fait. son temps. Tous les hommes politiques ont marqué leur temps. Oh là 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 là, oh là là, ça c'était méchant ça. Vous savez, quand on fait ça, c'est vraiment le nivellement. Dès qu'on met tous, alors ça veut dire, est-ce que vous aimez, par exemple, vous voulez ce gâteau sur celui-là, ça ne mange pas n'importe lequel. Ça veut dire 0. C'est très simple en fait. À partir du moment où vous mettez tout le monde au même niveau, ça veut dire qu'il n'y a plus de niveau. Et oui, c'est ça le problème de tout. Alors, si tous les politiques vont marquer leur temps, eh ben, c'est pas la peine d'en parle. Voilà, ce serait altruisme. Peut-être qu'on les énumère tous. En tout cas, je vois une différence entre les deux, hein, les deux exemples que j'ai mentionnés, et je vois, si vous voulez, vous voulez qu'on prenne les hommes politiques, les présidents français, ça va? Voilà. Bon, alors, Pompidou. Sauf madame, on ne peut pas commencer par défaut. Donc, il a marqué son temps. Donc, Pompidou, voilà, donc on peut prendre par exemple De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing. Donc, vous pouvez dire qu'en fait, ils ont tous marqué leur temps. C'est ce que vous avez dit, on est d'accord. Alors, vous avez un problème, c'est que je m'en souviens. Oui, tant mieux. Ce qui veut dire que je vais le resservir. Voilà, ça vous fera de la peine. Vous direz, mais c'est pas ce que je voulais dire. On verra. Très bien. Alors, eh bien, moi je trouve que juste dans ces trois-là, c'est bien déjà de voir les différences. Alors, par exemple, est-ce que Charles de Gaulle a fait un musée? Non. Ben, moi j'adore, par exemple, pour Pompidou, il y a des gens qui disent, voilà, Pompidou c'était quelqu'un de très bien, il a fait un musée. C'est pas lui qui l'a fait. Non, Quand même, il s'appelle quand même, il a fait des... Bon. Sa femme surtout, hein, qui était... Voilà. porte son nom. Les femmes des hommes politiques marquent leur temps. Non, pas toutes. Et pas toutes. Oh, pas Pas toutes. regardez, c'est vrai qu'elle a raison. Les femmes, c'est pas toutes. Pas toutes. Mais en tout cas, celle-là, vous avez raison hein, de faire la différence. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on va parler de Pompidou, eh bien, dites-moi un autre exemple. Pompidou, il a fait... Le Saint-Paul-sur-Verge, à Paris. Comment? Le Saint-Paul-sur-Verge. Voilà. Alors, finalement, Alors, alors, si je vous continue comme ça, on va finir par croire que c'est un architecte. Alors, soit il est architecte, soit il est urbaniste. Donc, j'imagine par exemple que pour Mitterrand, vous auriez dit la bibliothèque. Non, mais c'est ancien. Non, pas Oui, l'abolition de la peine de mort, c'est quand même plus conséquent. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pour sa maîtresse qui a remis en lumière les sculptures. Ça, c'est très poétique. Oui, Les maîtresses ne sont pas comprises dans le truc. Excusez-moi, Non, j'ai cassé votre truc. pas du tout, moi ça ne me dérange pas les maîtresses, c'est très bien. Il faut bien que... Il y a un peu de poésie. Hein. Voilà. Mais pourquoi on ne parlerait pas d'hommes politiques qui sont poètes ou qui ont été poètes? Ça serait plus facile. Et pourquoi? Et justement, est-ce qu'on le voudrait? C'est trop facile. Ah, c'est pas Est-ce qu'on le voudrait? Non, moi je voudrais qu'on en parle. Mais est-ce que vous en connaissez? J'en ai Les lu- hommes politiques qui qui ont été poètes. Oui, j'en ai lu 2. D'accord, dites-les-nous comme ça. vous faites Michel suivre. Noir, qui était un homme politique très peu Qui longtemps. Michel Noir. Michel Noir. Oui, Qui a écrit Alors, tu n'as pas posé la question, est-ce qu'il a marqué son temps? Michel Noir, est-ce qu'il a marqué son temps? Oui. Bah oui, il est allé en prison à cause de... Il était maire de Lyon, il a... C'est pas lui qui était en prison. Hein. Non, il n'a pas été en prison. Non, Il a écrit des haïkus. il a écrit, oui, Il a c'est ça. écrit le haïku. Ouais. Haïku, oui, le haïku, ça fait un peu bon. Oui, ça fait un peu. Voilà. Qu'est-ce que La ça rime veut est dire difficile. marquer son temps? Ah! Quoi? Le même taille. Alors tout à l'heure c'était tout le monde, maintenant qu'est-ce Oui, que ça veut dire? puisque vous remettez en cause... Non, mais c'est quand même formidable, moi je trouve. Voilà, ça c'est poétique, moi je trouve. Ça c'est poétique de répondre à une question et à la fin de demander le sens de la question. C'est génial. Alors voilà, ça normalement monsieur devrait être content, hein, parce que c'est quand même ça change. C'est quand même pas mal comme maîtresse. Hein. Parce qu'elles ont une tendance justement à parler des questions et pas des réponses. Les maîtresses, elles posent des questions. Les maîtresses. Non, mais Je crois que c'était les femmes, les épouses qui posaient les questions. Non, mais non, parce que ça c'est pas efficace. Les maîtresses posent des vraies questions, mais elles n'attendent aucune réponse.
Alors que les épouses posent des fausses questions, elles attendent des réponses. Alors heureusement pour les autres, c'est qu'elles sont fausses, donc ils peuvent répondre, sans que ça les mette en danger. Alors qu'avec les autres, c'est difficile. Hein. Voilà. Vous avez une mentalité spéciale. Voilà. Alors, donc, on revient à nos moutons sur la problématique de est-ce qu'on peut avoir un homme politique poète? Eh bien, en fait, on peut se rendre compte que c'est une donnée quasiment incompatible. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit dans la vision du politique, donc déjà à partir des sources, c'est-à-dire à partir d'Aristote, c'est vraiment une caractéristique qui n'est pas demandée à l'homme politique d'être poète. C'est même pas voulu ou pas voulu, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Parce que s'il est poète, en fait, dans la problématique, par exemple, même de Platon de la République, il est dangereux. Il est dangereux. Un poète est dangereux. Il est fondamentalement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il remet en cause les choses qui sont acquises. Alors, vous allez dire, mais alors si c'est un homme politique révolutionnaire, ça pourrait être bien. Mais en fait, même le révolutionnaire est super conventionnel par rapport à un poète. Parce qu'en fait, il faut forcément qu'il utilise la réalité qui existe. Oui. Je sais pas, moi je trouve qu'un poète, au contraire, des fois ça peut être comme ça peut paraître, dans des temps d'incertitude politique ou de désaveu, on va dire, global de la chose politique, un poète peut paraître au contraire intéressant parce qu'il est inoffensif. Il est inoffensif, il est décalé. Et du coup, ça crée du changement et ça peut être aussi intéressant. Et puis ça peut être quelqu'un qui porte justement un message du peuple. S'il est inoffensif, il porte pas de changement. Si, il peut porter le changement, il peut porter un message du peuple. Je sais pas, alors c'est peut-être pas un poète, mais c'est un dramaturge, mais Machiavel par exemple. Ah oui, mais il faut faire attention parce que